L'incident de Travis Walton est l'un des cas d'enlèvement extraterrestre les plus célèbres et controversés. Le 5 novembre 1975, ce forestier américain travaillait dans les forêts nationales d'Apache Sitgreaves, près de Heber, en Arizona, lorsqu'il a mystérieusement disparu. Ce jour-là, après une longue journée de travail, l'équipe de bûcherons rentrait chez elle lorsque, après le coucher du soleil, ils aperçurent une lumière étrange dans la forêt. Intrigué, Travis quitta le camion et s'aventura vers la source de la lumière. Ce qu'il vit semblait être un objet volant non identifié émettant une intense lueur. Soudain, un faisceau de lumière l'atteignit, le soulevant du sol et le projetant en arrière. Pris de panique, son patron, Mike Rogers, et les autres membres de l'équipage s'enfuirent. En revenant sur les lieux peu après, ils ne trouvèrent aucune trace de Travis. Alarmés, ils signalèrent immédiatement sa disparition aux autorités locales. La police, d'abord sceptique, commença une vaste opération de recherche mais malgré leurs efforts intensifs, ils ne trouvèrent aucune piste de Travis pendant 5 jours. Pendant ce temps, la mère de Travis, convaincue que son fils était toujours en vie, insista pour que les recherches continuent. Finalement, après 5 jours et 6 heures de disparition, Travis réapparut soudainement. Il téléphona à sa sœur depuis une cabine téléphonique, désorienté et affaibli, mais vivant. Travis Walton est né en 1953. En 1975, à l'âge de 22 ans, il faisait partie d'une équipe de bûcherons composée de 7 membres. Cette équipe était dirigée par Carl Michael H. Rogers, âgé de 28 ans à l'époque. L'année précédente, Rogers avait remporté un appel d'offres pour un contrat fédéral visant à éclaircir les petits arbres d'une zone connue sous le nom de Turkey Springs, située dans la forêt nationale d'Apache Sitgreaves. Ce contrat représentait une opportunité majeure pour Rogers et son équipe, leur assurant un travail stable et rémunéré. Les tâches consistaient principalement à couper et à dégager les arbres pour maintenir la santé de la forêt et prévenir les incendies. Le 5 novembre, Mike Rogers, le chef d'équipe des bûcherons, signala la disparition de Travis au shérif du comté de Navajo. Selon les témoignages, les 6 membres de l'équipe: Ken Peterson, John Boulett, Steve Pierce, Allen Daly, Dwayne Smith et Mike Rogers, l'incident commença par une observation des plus inhabituelles. C'était après une longue journée de travail épuisante que les bûcherons, fatigués mais de bonne humeur, rentraient chez eux en roulant sur un chemin forestier sombre et isolé. Soudain, une lueur étrange attira leur attention. Ils aperçurent un objet lumineux flottant au-dessus du sol, juste à côté de la route. Les 6 hommes, stupéfaits, arrêtèrent le camion pour observer ce phénomène inhabituel. Travis, en particulier, fut immédiatement captivé par cette étrange apparition. Ignorant les avertissements de ses collègues, il sortit précipitamment du véhicule et se dirigea en courant vers l'objet. L'excitation et la curiosité semblaient surpasser toute peur chez lui. Alors qu'il approchait, l'objet émit soudainement un faisceau de lumière intense, comme un projecteur, qui enveloppa Walton. Sous les yeux ébahis de ses collègues, ce faisceau lumineux semblait le soulever du sol. Travis était suspendu dans les airs, immobile, pris dans cette lumière d'une intensité aveuglante. Puis soudainement Travis fut projeté au sol. La scène plongea les membres de l'équipe dans une profonde panique. Leur terreur était palpable alors qu'ils réalisaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'inexplicable et potentiellement dangereux. En proie à la peur, leur instinct de survie prit le dessus, et ils quittèrent précipitamment les lieux en camion. Alors qu'ils s'éloignaient, la panique initiale fit place à une inquiétude croissante pour leurs amis et collègues restés sur place. Après environ 15 minutes de route, une discussion frénétique s'engagea dans le camion. Les voix tremblantes et les visages pâles. Ils débattaient de ce qu'ils devaient faire. La culpabilité et la responsabilité de laisser Travis derrière eux les poussa à rebrousser chemin. Ils espéraient retrouver Travis sain et sauf. De retour sur les lieux de l'incident, ils furent accueillis par un silence oppressant. La lumière mystérieuse qui avait baigné la clairière de son éclat surnaturel avait complètement disparu. Ils scrutèrent la zone avec anxiété, appelant le nom de Travis, mais seule l'obscurité de la forêt leur répondit. Travis Walton avait disparu sans laisser de traces. Cette disparition mystérieuse plongea l'équipe dans une profonde angoisse. En l'absence de toute trace de leurs collègues, ils n'avaient d'autre choix que de rapporter l'incident aux autorités locales. À 19h45,
Mike Rogers appela l'agent L.C. Ellison du bureau du shérif du comté de Navajo pour signaler l'incident. La gravité de la situation mobilisa rapidement les autorités locales. L'agent Ellison, accompagné du shérif Marlin Gillespie et de l'adjoint Kenneth Copeland, se rendit dans un dîner à Hébert pour rencontrer les bûcherons et entendre leurs récits de première main. Les bûcherons, encore tremblants et visiblement perturbés, racontèrent leur incroyable histoire. Ils décrivirent comment une lumière intense et surnaturelle avait soudainement enveloppé Travis Walton, le soulevant du sol, avant qu'il ne disparaisse sans laisser de traces. Leur voix était empreinte de peur et de confusion, mais également d'une sincérité indéniable qui ne pouvait être ignorée. Comprenant la nécessité d'agir rapidement, Rogers et 2 membres de l'équipe acceptèrent de retourner à Turkey Springs avec les 3 officiers pour commencer les recherches. Pendant ce temps, les 3 autres membres de l'équipe, trop terrifiés par ce qu'ils avaient vécu, refusèrent de revenir sur les lieux et rentrèrent chez eux dans le véhicule de Rogers. Sur le site de Turkey Springs, les 5 hommes, Rogers, 2 bûcherons et les 3 officiers entreprirent une fouille minutieuse des environs. Ils scrutèrent le terrain avec des lampes torchées, espérant trouver le moindre indice sur la disparition de Travis. La recherche se poursuivit jusqu'à peu après minuit, sans succès. Épuisé et confronté à une visibilité de plus en plus réduite, le shérif Gillespie décida de suspendre les opérations jusqu'au matin. Le lendemain, le 7 novembre, à la première lueur de l'aube, une vaste opération de recherche fut mise en place. Une équipe composée de près de 50 personnes, incluant des officiers de police, des volontaires, des amis et des membres de la famille, convergea vers la région de Turkey Springs. Leur mission, retrouver Travis Walton ou, à tout le moins, découvrir des indices qui pourraient expliquer sa mystérieuse disparition. Munis de cartes, de boussoles et de radios, les chercheurs quadrillèrent méthodiquement la dense forêt nationale d'Apache-Sitgreaves. Ils fouillèrent chaque recoin, chaque buisson et chaque crevasse, scrutant le sol à la recherche de toute trace. Des hélicoptères furent également déployés pour survoler la zone. Malgré leurs efforts acharnés, la journée s'acheva sans la moindre découverte. Pas de traces de pas, pas de vêtements déchirés, pas de signes de lutte. Le 9 novembre, les recherches se poursuivirent sans relâche. Les forces de l'ordre, épaulées par des volontaires et des proches, continuèrent à explorer chaque recoin de la région de Turkey Springs. L'angoisse était palpable parmi les chercheurs, conscients que chaque heure qui passait réduisait les chances de retrouver Travis en vie. Cependant, en fin d'après-midi, la mère de Travis, accablée par l'inquiétude et le désespoir, demanda l'arrêt des recherches. Elle estimait que les efforts déployés jusqu'à présent n'avaient rien donné et que continuer ainsi serait vain. Le lendemain, le 10 novembre, l'affaire prit une tournure médiatique. Des histoires sur la disparition mystérieuse de Travis Walton commencèrent à être publiées dans des journaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. L'intérêt international pour cette affaire augmenta, et les spéculations allèrent bon train. Les récits des bûcherons, combinés à l'absence totale de preuves tangibles, captivaient l'imagination du public. La presse rapporta une nouvelle déclaration de la mère de Travis, qui considérait que toute recherche supplémentaire serait inutile. La couverture médiatique intense ajouta une pression supplémentaire sur les autorités et sur les membres de l'équipe forestière. Après 4 jours de recherche, des rumeurs du meurtre de Travis par ses camarades commencent à circuler parmi la population et les autorités. C'est alors que le shérif décide de faire passer les compagnons de Travis au détecteur de mensonges. De nombreuses caméras de télévision filment la scène. Ils furent examinés par le polygraphe C.E. Gilson. 5 des collègues de Travis passent le test. Le dernier, Allen Daly, refuse de s'y soumettre. Le résultat est sans appel, les 5 personnes étant jugées sincères par le détecteur de mensonges. En fin de journée, alors que l'espoir de retrouver Travis Walton semblait s'amenuiser, le beau-frère de Walton reçut un appel téléphonique inattendu. Au bout du fil, c'était Travis lui-même, appelant depuis une cabine publique située à quelques kilomètres de leur lieu de recherche initial. Travis fut retrouvé dans un état de choc profond, désorienté, amaigri et déshydraté, comme en attestèrent les examens médicaux ultérieurs. Lorsqu'il se sentit suffisamment mieux pour raconter son expérience, Walton décrivit un récit qui défiait toute logique humaine. Il expliqua avoir perdu connaissance sur la route et s'être réveillé dans une pièce étrange, entouré de 3 créatures d'environ 1,50 m de haut.
qu'il décrivit comme ayant une apparence semblable à des fœtus. La panique le submergea, et dans un geste désespéré, il repoussa violemment les créatures avant de chercher une issue. À travers une porte, il pénétra dans une pièce plus grande, où il découvrit un siège et plusieurs leviers de commande. C'est alors qu'une créature d'apparence plus humaine, portant un casque, fit son entrée. De manière calme mais déterminée, elle guida Travis vers une autre pièce, refusant obstinément de répondre à ses questions. Une fois à l'intérieur, Travis fut subitement équipé d'un masque respiratoire, après quoi il perdit connaissance une fois de plus. À son réveil suivant, il ne lui restait que peu de temps pour apercevoir l'OVNI s'éloigner, laissant Travis dans un état de confusion totale quant à ce qui venait de se passer. Les récits de Walton furent soumis à un examen minutieux, y compris à un test de détecteur de mensonges effectué par la même personne qui avait interrogé ses camarades. Sa sincérité fut jugée crédible. Depuis 1975, aucun de ces hommes n'a changé sa version des faits. En 1993, C.I. Gilson a eu l'occasion de faire passer le test du polygraphe au dernier de la bande, Allen Daly. Le résultat a été conforme à ceux obtenus avec ses collègues. Il a été jugé sincère par le détecteur de mensonges. Travis Walton écrivit un livre sur cette affaire, The Walton Experience, qui fut publié en 1978 et réédité en 1996 sous le titre Fire in the Sky. Un long métrage, intitulé également Fire in the Sky et librement inspiré de ces événements, fut réalisé en 1993 par Robert Lieberman.